Mais vraiment, j'ai l'impression hein, qu'il y a deux Côte d'Ivoire. C'est cette impression que j'ai. Donc, on a une Côte d'Ivoire qui est donc lue par des opposants, par des, je vais dire, par des personnes. Selon ces personnes, on a une Côte d'Ivoire où tout est noir, où il n'y a aucun progrès, où le président Alassane Ouattara n'a absolument rien fait. Il n'a rien apporté de nouveau. Et on a une deuxième Côte d'Ivoire où on reconnaît clairement qu'il y a du progrès à travers justement notre bilan qui est très bon et que justement il y a beaucoup plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs, mais on reconnaît qu'il y a encore des progrès à faire. Donc il y a deux Côtes d'Ivoire. Franchement, il y a deux Côtes d'Ivoire. Honnêtement, il y a deux Côtes d'Ivoire. Parce que là, c'est pas possible. On peut être opposant, mais en même temps, nous faire remarquer, faire observer brillamment que le président Alassane Ouattara a fait sa part. Mais il reste encore des choses à faire. Je voudrais remercier le président de la République lorsqu'il a pris la parole pour sa posture d'humilité. Parce qu'il a eu un postulat d'humilité. Il a dressé son bilan, reluisant avec des aspects positifs. Mais en même temps, il a reconnu avec humilité qu'il entend les Ivoiriens sur la cherté de la vie. Avec humilité, il a relevé le fait de l'ajustement des prix au niveau donc de l'électricité, où il a dit justement que les solutions seront trouvées. Alors c'était pas des plans, c'était pas un plan Marshall, mais en tout cas, en ce qui concerne donc la cherté de la vie, il a parlé donc des efforts du gouvernement, mais en même temps, il a reconnu qu'on doit encore progresser. Sur l'ajustement des tarifs au niveau de l'électricité, il a dit que bientôt, il y aura des solutions. Donc, on a un président de la République, un chef d'équipe, qui reconnaît qu'il y a eu des efforts, mais en même temps, il n'occulte pas le fait qu'il faut aller encore plus loin. Mais qui plus est, il rappelle clairement, il ne nie pas cette cherté de la vie pointée du doigt par les Ivoiriens. Il reconnaît effectivement qu'il y a une certaine cherté de la vie. Mais il fait remarquer que la Côte d'Ivoire a un bon taux d'inflation. Ça aussi, il faut le dire. Puisque en 2022, on était autour de 4,5%. Et qu'on fait mieux déjà, il faut le rappeler, dans la sous-région. Il le rappelle, il le martèle clairement dans sa prise de parole. Donc, on a un monsieur qui est humble, on a un monsieur qui est lucide, on a vu plutôt un monsieur humble, lucide dans sa prise de parole. Il n'a pas établi un satisfecit absolu où son bilan ne souffre d'aucune contestation. Et c'est ce que nous essayons de dire à chaque fois sur les panels. Et lorsque nous sommes invités à des conférences, on dit à chaque fois que oui, effectivement, nous avons un bilan un peu plus reluisant, un très bon bilan, mais en même temps, on n'occupe pas le fait qu'on doit aller beaucoup plus loin dans plusieurs aspects. En ce qui concerne la sécurité, on l'a toujours dit, pour moi, c'est le plus grand satisfecit du bilan du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les Ivoiriens dorment en paix. Nous avons des forces de défense et de sécurité sur le terrain qui effectuent un travail immense. Et ça, il a rappelé. Il a parlé de l'indice de sécurité qui est à son plus bas niveau depuis 2011. Il a parlé donc des actions sociales menées par le gouvernement, mais il va falloir aller encore plus loin. Il a parlé justement de son programme de jeunes, de son programme jeunesse pour la population. Justement, il a félicité le ministre Touré Mamadou qui a bâti un travail énorme dans son secteur. Vous pouvez retrouver le bilan du ministre Touré Mamadou à travers le site PJGouv, où justement vous avez toutes les données qui retracent le bilan du président Alassane Ouattara en ce qui concerne la jeunesse. Parce que lorsqu'on parle d'1 milliard par jour, ce n'est pas de l'argent qui sera redistribué aux concitoyens et qui est stocké, n'est-ce pas, à la résidence du président Alassane Ouattara. Il s'agit, n'est-ce pas, de repartir cet argent à travers 4 ministères. Le ministère donc de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de l'enseignement technique et de la recherche professionnelle, le ministère des sports et le ministère, n'est-ce pas, de la formation professionnelle. Donc ce sont des infrastructures construites pour la jeunesse. Ce sont des financements, n'est-ce pas, de projets à foison. Ce sont des gens justement qui ont été recrutés à travers justement le programme de la seconde chance, l'école de la seconde chance, bien sûr. Donc ce sont des faits. La Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont au travail. Les Ivoiriens sont en train de voir leur projet naturellement donc être financé. Donc nous sommes à la tâche pour offrir le meilleur aux Ivoiriens. Donc en 2025, nous on a un projet à présenter aux Ivoiriens. Et ça, je l'ai toujours martelé. Lorsqu'on parle du RHDP, on n'a que 3 leviers pour convaincre la population. On n'a pas de Kalachnikov, on n'a pas d'armes, mais on a 3 leviers. Le premier levier, c'est notre bilan qu'on va présenter aux Ivoiriens. Dire aux Ivoiriens que oui, effectivement, nous avons un très bon bilan, même si on nous attend sur des points saillants, des points d'achoppement. Deuxième arme que nous avons en tant que RHDP, c'est bien sûr les projets structurants, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Le président a parlé de taux d'électrification qui est aussi autour de
87%. Mais sachez qu'en fin 2025, et il a rappelé encore, on sera à 100% de toute la Côte d'Ivoire électrifiée à fin 2025. C'est ça l'objectif du gouvernement. Et pour cela, nous allons donc lancer très bientôt la construction de plusieurs centrales solaires photovoltaïques dans plusieurs contrées de la Côte d'Ivoire, donc dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, qui va donc accroître notre capacité énergétique, faisant de la Côte d'Ivoire, donc de notre pays, un pays dont, je vais dire, on souhaite être ce qu'on appelle le hub, donc énergétique en Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous allons donc atteindre la Côte d'Ivoire à 100% électrifiée à partir de fin 2025. Nous allons voir bientôt le métro qui va voir le jour. Et ensuite, on va continuer. Nous allons continuer. Donc, venez dire ici que rien n'est fait. Bon, je crois qu'on vit dans deux Côtes d'Ivoire finalement. On vit dans deux Côtes d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire où on estime qu'il y a du progrès. Et une autre Côte d'Ivoire où tout est noir. Tout est peint en noir. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Il va falloir reconnaître avec humilité que des choses naturellement ont été faites. Et ensuite, il va falloir reconnaître qu'il va falloir aller plus loin. Alors, je voudrais répondre à un monsieur qui vient de descendre. Je ne souhaite pas le nommer au risque de faire de la publicité. Il faut une révolution en termes de violence, bien sûr. Parce que c'est des menaces à pouvoir. Ramène ta demande. Si ramène ta demande, Monsieur Louf est là. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Parce que là, je m'apprête à chuter. Oui, vous dites. Faites-lui-en de la publicité, on vous en fait aussi, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne souhaite faire de la publicité à personne. Et d'ailleurs, est-ce que je voudrais rappeler? Voilà, ce que je voudrais rappeler, c'est que il n'y aura pas de violence. D'ailleurs, on a écouté le ministre d'État, le ministre de la Défense, M. Téné Birahim Ouattara, qui tient, je lui ai dit, qui tient bien son portefeuille ministériel. Il a rappelé à Korogo, qui constitue, n'est-ce pas, le dernier rempart et qui ne laissera personne perturber l'élan, n'est-ce pas, du développement, n'est-ce pas, entamé par le président de la République et donc de son gouvernement. Donc là, c'est une mise en garde directe. Et nous n'accepterons pas que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, retombe dans le précipice. Nous n'allons pas accepter que la Côte d'Ivoire retombe dans un gouffre absolu. Nous allons donc plus de 1000 milliards, plus de 1118 milliards. Attends, j'ai pris note là.
près de 118 milliards, pardon, 1018 milliards, 1118 ou 1100 et quelques milliards qu'il a donné aux Ivoiriens, aux jeunes. Moi, je voudrais comprendre. Moi, en tant que jeune Ivoirien, je n'ai rien mis dedans. Quand il y a où dans les à part. Il faut qu'on nous dise l'argent là est rentré où? C'est sorti où? Ça allait où? On veut comprendre ça. Il a dit 1 milliard par jour. Et il est venu comptabiliser. Ça fait 1118 milliards qu'il a donné aux jeunes. Bon, quand les jeunes, ou bien la jeunesse a une autre signification au RDR, ou bien la jeunesse a une autre signification, je ne sais pas. Bon, je ne comprends plus. Rien d'affaire de Dramane là. Ah, ça vous comprenez un peu. Donc, le monsieur, il est dans la démagogie, dans son sens le plus, je dirais, hideux, le plus hideux, le plus malhonnête, le plus répugnant. Il va mentir aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore si on laisse ce monsieur prendre le pouvoir en 2025? Mais on est mort. On est mort. Il ira voir ses amis dans les cabinets de lobbying pour faire passer pour attribuer des commentaires, genre, des indices à la Côte d'Ivoire. Et puis au niveau international, le visage de la Côte d'Ivoire va peut-être briller grâce à ces chiffres-là. Mais le quotidien rien des Ivoiriens, c'est pas la peine. Au niveau de la vie chère, il y a le riz, il y a la viande, il y a l'attiqué, il y a l'huile, il y a le poisson, il y a le sel, il y a le cumin-magie, il y a le piment. Mais il a dit quoi? Qu'est-ce qui va diminuer dans tout ça? Dans les denrées alimentaires. Il y a aussi le carburant. Quelle mesure il a pris qu'il va toucher ces denrées-là, ces produits de première nécessité? Qu'est-ce qu'il a pris comme mesure? Rien du tout. On a vu le jeune Sonko avec Diomaye Faye. Ils ont diminué drastiquement le coût du riz. Ils ont suspendu des accords avec certains navires qui venaient rafler le poisson des pêcheurs traditionnels sénégalais. Ils ont suspendu ça pour permettre aux pêcheurs sénégalais de pouvoir s'en sortir. Mais Dramane, qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Rien du tout. C'est un discours creux. Je pense même que le discours, c'est-à-dire que les décisions fortes que Dramane devrait prendre, je pense que ses maîtres lui ont dit de reculer sur ces décisions-là. Et c'est pourquoi le gars, il est venu nous servir ce truc-là. Je dirais, c'est insanités, à la limite. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je m'excuse encore auprès de mon camarade Zaratou. Je ne te connais pas. En vérité, en toute sincérité, je ne te connais pas. C'est parce que je ne te connais pas que je suis passé à l'attaque. Donc, je m'excuse, camarade. Merci. Olivier, là, quand il parlait comme ça, là, on ne l'a pas interrompu. Hein. Voilà, ça c'était une remarque. Il a parlé, personne n'a... Kevin, c'est toi ou c'est elle? Vous êtes PDC. Je vais demander avant que... Je vais laisser la parole à Kevin. Donc... Je vais laisser, en tant que voix autorisée du parti, je vais laisser la voix à Kevin. Ok, moi je vais parler rapidement. Après ça, je pense que je vais dire. D'accord? Tu ramènes ta demande, je vais te prendre. D'accord? Vas-y, Kevin, on t'écoute. Viens, ramène ta demande, s'il te plaît. Vas-y, Kevin. Allô, Kevin? Alors moi, d'abord, je voudrais répondre d'abord à M. Nson. Parce que quand il parlait, que je posais des questions, il me parlait des dictionnaires et consorts. La question du multipartisme, là, dans le dictionnaire Robert, là, c'est très simple. C'est le système politique qui reconnaît plus d'un parti. Donc ça n'a rien à voir. C'est vrai que les partis sont appelés à participer à des élections, mais en réalité, c'est une définition qui est assez simple. Ça veut dire plusieurs partis politiques dans un système politique. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Par rapport avec les champions nationaux qu'on nomme déjà, vous n'avez même pas le droit de poser la question. Avant de poser une question, demandez à suite à mon intervention. Donc, je vous écoute. Non, mais je vais me poser parce que là, je suis en train de marcher. Je vais juste me poser votre question. Alors, donc pour moi, déjà, il y a une incohérence. Ça veut dire, faites preuve d'humilité parce que la définition que vous avez donnée là, franchement, c'est limite.
Donc, pour Non, revenir à ce que attention. vous étiez en train de dire, vous avez parlé du... s'il vous plaît, fermez votre micro et puis souffrez que je termine mon intervention, s'il vous plaît. Ok, je Alors, prendrai je une motion par continue la pour suite. dire... Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, je continue pour dire que vous avez dit des choses que moi je considère comme un non-sens. Lorsque vous dites, par exemple, prêcher pour... Quand vous avez parlé de l'intervention des différents partis, il y avait PDCI, PPACI, RHGP, vous avez dit que ces gens sont prêchés pour leur chapelle politique et non pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un non-sens. Parce que prêcher pour leur chapelle politique, je vois pas l'intérêt, ou je vois même pas l'utilité, ou je vois même pas le sens de cela, en fait. Parce que les partis politiques ont des visions, et ces visions peuvent ne pas forcément correspondre. Donc, quelqu'un peut parler de son parti politique, mais selon la vision incarnée par son parti politique. Mais c'est parler de la Côte d'Ivoire, sous une vision, je veux dire, qui est circonscrite à la vision du parti, tout simplement. Donc, pour ma part, c'est un non-sens. Ce que vous avez dit là, c'est aberrant, mais c'est un non-sens. Alors, vous avez dit que le président Ouattara aussi gouverne pas, il fait pas le gouvernement d'union nationale. Bon, ça aussi, je voudrais vous donner une information, si vous ne le savez pas, c'est pas faute d'avoir essayé. Parce que quand même, il a appelé le FPI à rentrer au gouvernement. Et le FPI, à l'époque, avait refusé... Kevin, motion pour soutenir ce que tu dis, Kevin, motion pour soutenir ce que tu dis, Kevin, motion, rapidement, si tu me permets. Vas-y. Voilà, effectivement, vers 2013, le président, lors d'un meeting dans l'une des villes, je ne me souviens plus trop de la ville, il avait appelé ses frères et sœurs à rejoindre le gouvernement. C'est important de rappeler. Merci pour ce rappel historique. Ok, effectivement. Donc, c'est vraiment, il se limite aussi l'argument qu'il a avancé. Alors, il a parlé des années 70. Excusez-moi, vous pouvez expliquer l'argument, s'il vous plaît, parce que je note. S'il vous plaît, Répétez, s'il vous plaît, j'avance. Alors, je viens. Alors, vous avez parlé des années 70. Alors, ça revient à la question du multipartisme dont vous avez évoqué. Vous dites, dans les années 70, on avait des familles PDCI qui représentaient cette question de champions nationaux. Mais ma question, elle est pertinente. Parce que quand vous ciblez le PDCI, on était tous PDCI. Quand vous prenez les années 70, les années 80, mais il y avait le parti unique. Quand on parle de parti unique, ça veut dire que tout le monde se retrouve au sein de ce parti unique. Donc le bilan de ce parti dont il est question là, c'est le bilan de l'ensemble des Ivoiriens en griffe. Parce que tu veuilles pas, tu es PDCI. C'est pour ça que tous nos parents, nos anciens parents, nos grands-pères et consorts, ils étaient tous PDCI à la base. Donc le multipartisme, il est né en 90. Tout simplement. Donc c'est à partir de là que, évidemment, vous pouvez peut-être porter, en tout cas, votre argumentation peut être assez pertinente. Mais pour ma part, si vous parlez des années 70, des années 80, comme une politique ciblée envers des cas du PDCI, c'est un non-sens. Parce que tout le monde était PDCI. À moins que vous me démontrez qu'il y avait d'autres partis politiques et que, évidemment, la politique prônée par le PDCI n'était pas en faveur de ces personnalités-là. Donc pour moi, c'est un non-sens. Alors, pour avancer, vous avez parlé du fait que les présidents décident finalement de ne pas s'intéresser à la question des champions nationaux. Et que ça serait agir contre soi. Parce que si ces champions deviennent trop puissants, en réalité, ils pourraient gêner le pouvoir politique. En tout cas, c'est l'argument que vous avez avancé. Pour moi, c'est un non-sens aussi. Parce que je ne vois pas dans quel pays on va tout pouvoir politique, justement, va se limiter ou va rentrer dans cette logique. À moins que vous apportez des preuves concrètes. Parce que ça, c'est des affabulations, tout simplement. Alors, ça, vraiment, c'était pour répondre à l'ensemble de tout ce que j'ai entendu de la part de ce monsieur. Je vais maintenant aller sur la question du discours du président de la République. Alors, sur la question du discours du président de la République, il y a plusieurs éléments que moi je note. Le président de la République a relevé d'abord, dans un premier temps, qu'il n'y avait pas de crise au niveau des institutions. Et il y avait une certaine indépendance. Pour ma part, cela n'est pas vrai. Il y a une crise des institutions. Et il y a une question d'indépendance. Au niveau même de la CEI, la commission électorale indépendante elle-même, je pense que si elle était aussi crédible et aussi indépendante, les noms des présidents Laurent Gbagbo et de M. Guillaume Soro figureraient sur la liste électorale. Parce qu'il y a une décision de la Cour africaine qui a justement donné l'ordre à la Côte d'Ivoire de pouvoir régler le cas de ces personnalités-là en les réintroduisant sur la liste électorale. Ce qui n'a pas été fait. Ce que nous avons constaté, c'est plutôt le retrait de la Côte d'Ivoire de ces cours africaines, etc. Mais même là encore, il y a la question aussi du délai. Parce que sortir d'une organisation, il y a un délai quand même de réserve qui est de 1 an. Ça veut dire que la décision qui a été prise, elle est exécutoire et elle est censée s'appliquer. Même si la Côte d'Ivoire décidait de se retirer, ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, c'est une question de crise. Je vais vous donner un autre exemple. La question même de M. Charles Blé Goudé.
voilà dans un pays, quelqu'un qui est condamné à une peine criminelle à plus de 20 ans, qui n'a ni bénéficié de la grâce, qui n'a ni bénéficié, je veux dire, d'une amnistie, mais qui est en liberté. Est-ce que nous sommes tous égaux devant la loi? Parce qu'il y a des gens qui sont condamnés pour des crimes, mais qui sont à la maca. Il y a des gens qui sont condamnés pour certaines choses, qui sont à la maca. On a vu observateur, même pour des injures, se retrouver à la maca. Pourquoi pour quelqu'un qui s'appelle M. Charles Goudé, ce monsieur ne se retrouve pas à la maca? Parce qu'il a été condamné. Et sa peine n'est susceptible d'aucun recours. Donc pour moi, il n'y a pas d'égalité devant la loi. Il y a certaines personnes qui bénéficient d'un privilège. Et c'est le cas notamment de M. Charles Goudé. Donc cet exemple pour démontrer qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, il y a du 2 poids 2 mesures. Il y a des gens qu'on condamne, on les met à la maca, il y a d'autres qui sont en liberté. C'est ça la vérité. Alors, le président Ouattara a parlé du taux d'investissement. Et moi, vraiment, ça m'a fait sourire. Parce qu'il a parlé du taux d'investissement qui était de moins 9% en 2011 et finalement qui est passé à 25% en 2023. Sans expliquer ce boom en griffe ou ce gap. Est-ce que c'est une magie? C'est la magie? C'est pas magie que finalement le taux d'investissement a grimpé, a atteint ce niveau-là? Ou c'est par le travail tout simplement du président ou par son génie tout simplement? Alors il n'en est rien. Ce n'est que de l'enfumage. Parce qu'en réalité, en 2011, nous étions PPTE à cette époque-là. Alors, quand en 2012, finalement, on atteint le point d'achèvement PPTE et que la Côte d'Ivoire retrouve une certaine vigilance, l'annulation de tout ce qui est dette, quasiment, mais bien évidemment que... Donc pour moi, c'est pas quelque chose... En fait, pour moi, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est logique, tout simplement. Aussi, le président de la République nous a estimé que nous avançons bien. Il a parlé du taux de croissance qui est de 6,5%. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans tout ce qu'il a eu à parler, c'est-à-dire dans tout son discours, quelle était la place des entreprises privées dans cette création de richesse? Il n'en est rien. Il a plutôt parlé des infrastructures. Alors ça rejoint la théorie, ou ça rejoint l'argument que j'aime bien avancer. Cette croissance, en réalité, est une croissance qui est uniquement basée sur les infrastructures et non sur la création réelle de richesse. Aussi, un autre point, le président de la République a parlé de la maîtrise. Il a dit que nous maîtrisons notre dette. Il a cité des rapports Moody's et consorts. En tout cas, je pense qu'il faisait allusion à ces rapports-là. Est-ce que concrètement, nous maîtrisons notre dette? Moi, j'aimerais bien qu'on s'interroge sur un événement qui s'est passé en 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? En 2021, la Côte d'Ivoire a décidé de bénéficier de l'initiative de suspension du service de la dette, ISSD, avec les créanciers, avec ses créanciers. Ça veut dire qu'à cette époque-là, la Côte d'Ivoire a demandé à ses créanciers de suspendre, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas payer sa dette parce qu'elle était confrontée à des difficultés. Donc, elle a demandé aux créanciers, notamment le Club de Paris, de surseoir au paiement. Et c'est ce qui a été accepté. Je rappelle qu'il y a 32 pays africains qui ont bénéficié de cette initiative, dont la Côte d'Ivoire. Ça veut dire en réalité... Mon frère Kevin, rapidement de 10 secondes, si tu me permets. Oui. Oui, je te permets. Oui, mais il faut rappeler, la dernière fois on a eu ce débat, la dernière fois, il faut rappeler que c'était dû à la crise de Covid-19 qui avait frappé le monde. Donc naturellement, c'était par rapport à ça, mais après on a réussi justement à s'inscrire dans un élan de remboursement de notre dette. Et quand tu regardes les différents projets de loi de finances, il y a un libellé qui est consacré au remboursement de notre dette, de nos dettes intérieures et extérieures. Donc il faut rappeler que cette histoire de crédit de club de Paris, c'était une question de crise de Covid-19. Ça aussi, il faut rappeler ça. Voilà. Alors, merci. Alors, ce que je voudrais dire pour accompagner les propos que tu viens d'évoquer, c'est que, effectivement, c'était pendant la période Covid. Je te rejoins sur ce point. Mais moi, ce qui m'intrigue, et c'est d'ailleurs ce que j'ai rappelé, c'est qu'il y a 32 pays africains qui ont bénéficié. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, en Afrique, il y en a quand même 22 pays qui n'ont pas bénéficié. Ça veut dire qu'il y a 22 pays en Afrique qui se portaient bien, l'économie se portait bien, ils maîtrisaient leurs dettes. À partir de cet instant, ils n'ont pas demandé à bénéficier de cette initiative. Ils ont continué à payer la dette, malgré que nous étions dans une période Covid. Alors, si notre économie est solide, si nous maîtrisons les choses, je pense qu'on aurait dû faire comme ces pays-là. C'est là où je suis un peu intrigué. Si on est la 9e puissance économique,
tous les chiffres, la deuxième, la troisième en Afrique francophone, la deuxième en Afrique de l'Ouest, pourquoi ce pays qui est 9e là n'a pas pu être dans les 22 pays qui ont refusé de bénéficier parce qu'ils estimaient qu'ils avaient une bonne santé économique et qu'ils maîtrisaient leurs dettes? C'est la question qu'il faut se poser. Donc ça veut dire en réalité, parfois, nous ne maîtrisons pas forcément les choses. Et ça, c'est une réalité. Alors, le président a parlé de bonne gouvernance et de corruption. Bon, moi, je suis totalement d'accord. Et la dernière fois, j'ai eu ce débat avec toi en vain encore, que j'aime bien, où tu as indiqué que sous le président Ouattara, quand même, il y a des organes ou des organismes qui ont été mis en place justement pour lutter, notamment avec des rapports, comme les rapports de la Cour des comptes, etc. Alors, la question que moi je me pose, il ne suffit pas de produire des rapports. Quand on produit des rapports, quelle est la suite? Les personnes qui sont indexées dans ces rapports-là, est-ce que ces personnes-là, justement, sont réellement poursuivies? Au-delà de ça, même au-delà des poursuites, moi ça ne m'intéresse pas. Est-ce que l'argent est récupéré? Qui peut me confirmer ici que tous ces détournements ou tous ces fonds-là ont été effectivement récupérés pour le compte de l'État? Donc pour moi, il y a un problème. Il faut pousser le bouchon beaucoup plus loin. La question des champions nationaux. Alors là, vraiment, c'est quelque chose qui me fait assez rigoler. Parce qu'après 14 ans de pouvoir, on ne peut pas aujourd'hui indiquer que ça doit devenir une priorité. Et le gouvernement même s'en décharge parce que le président de la République dit « J'attends les entreprises, venez me faire des propositions, la balle est dans votre camp ». Donc ça veut dire si les entreprises ne font pas de propositions, on n'aura jamais de champions nationaux. Donc en réalité, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant pour ma part. Ça veut dire qu'en réalité, sur cette question, c'est un aveu d'échec quand même, quelque part. Au-delà de tout ce que je viens de dire, sur la question par exemple de la cherté de la vie, le président de la République n'a fait que avouer qu'il a échoué. Je l'ai indiqué. J'ai dit en 2018, la Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de mettre en place une commission de lutte contre la cherté de la vie. En 2018. À cette époque-là, la Côte d'Ivoire n'occupait pas les rangs les plus élevés en Afrique. Mais aujourd'hui, on occupe le premier rang. Ça veut dire qu'on n'a pas régressé. La situation s'est empirée. Donc le gouvernement, franchement, c'est un aveu d'échec. Parce que les solutions prônées par le président de la République sont des solutions génériques qui sont à chaque fois abordées. C'est-à-dire, depuis 2011, on ne fait que aborder, en tout cas le président nous parle de ces mesures-là. Par exemple, augmentation de la production, etc. Donc vraiment, si ça ne fonctionne pas, quelle solution le gouvernement peut apporter? Et j'ai l'impression que le gouvernement manque d'idées. Et ça aussi, c'est une réalité. Sur la question du logement, et vraiment, je vais terminer dessus pour ne pas être trop long, parce qu'il faut que d'autres personnes aussi s'expriment, c'est que le gouvernement, le président de la République, lorsqu'il était candidat en 2010, nous a fait savoir qu'il allait mettre en place une politique du logement avec des souscriptions à hauteur de 25 000 francs CFA par mois sur 25 années, ce qui allait permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir bénéficier d'un logement social. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Donc aborder cette question de souscription, etc. et tout ça, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Pour moi, c'est totalement un aveu d'échec. Donc pour moi, ce discours en réalité traduit un certain nombre d'échecs du gouvernement RHDP. Et pour ma part, j'ai entendu encore d'autres qui a eu à essayer de dire on a fait des choses bien, on n'a pas fait des choses bien, il faut travailler encore. Effectivement, il faut travailler encore, mais il faut travailler avec de nouvelles personnes. Parce que comme je l'ai indiqué, la question par exemple de la corruption, de la mauvaise gouvernance a atteint un certain paroxysme qui, pour ma part, il faut vraiment changer les personnes qui devront gérer le pays. Donc je voudrais m'arrêter là, c'était mon intervention. Merci. Oloufela. Monsieur Oloufela, j'espère qu'après on pourra répondre. Hein. J'espère qu'après on pourra répondre. Oui, c'est Ansan la parole. C'est Ansan la parole. Je voudrais demander à monsieur Sans s'il a compris mon information de tout à l'heure. Je ne sais pas s'il a compris. Oui. Je pourrais vous répondre même si vous voulez, même en une devant tout le monde. Oui. Oloufela, allez. Oloufela, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste mettre je vais mettre ma caméra, s'il te plaît. Je profite aussi pour vous donner la référence de ce que je disais, mais monsieur Nsan, vous tapez, parce qu'il faut parler avec la documentation, ce que le frère disait, le frère Kevin, vous tapez, excusez-moi, hein, vous tapez, voilà, après vous allez taper Côte d'Ivoire, la main tendue d'Alassane Ouattara au parti de Laurent Gbagbo, puisque à l'époque c'est le président Laurent Gbagbo qui était présent, qui était le président du FPI. Voilà, vous allez voir que le président Ouattara a tendu la main à l'opposition, à l'effet de collaborer ensemble. Voilà, donc après vous pouvez voir ça. Voilà, merci. D'accord, ok. C'était pas ça pour lequel merci hein, aux personnes qui doivent intervenir si je vous consécute. Monsieur Kevin,
je vais m'exprimer en face de vous pour la Côte d'Ivoire, pour les enfants de la Côte d'Ivoire et les anciens qui ignorent. Multipartisme, système